Regardez où on est. L'étang de Thau, juste derrière moi. Les vignes, le soleil au zénith. Aujourd'hui, on est dans l'Hérault. Je vous emmène voir Valérie qui élève des rapaces. Il y aura aussi le défi sportif. Un petit indice, ça se passe à 7. On retrouvera aussi mon ami photographe, Manu, qui nous ouvrira les portes d'un lieu complètement insolite. Un château abandonné. Mais avant, on part à la rencontre de la famille Tarbourièche, qui est juste derrière moi. Ce sont des ostréiculteurs pas comme les autres. En fait, ils élèvent des huîtres à leur façon. Ils reproduisent le phénomène des marées ici, sur l'étang de Thau. J'ai rendez-vous avec Florie et Romain Tarbourièche. Leurs huîtres se vendent dans le monde entier. Et vous allez voir, ils les font pousser d'une manière tout à fait singulière. Salut Florie. Salut Romain. Salut. Je peux monter? Ouais, vas-y. Attention. Bah. Hop. Comment ça va? Toi, Oui. t'as fait bonne route? Nickel. T'as pas eu de soucis à trouver, ça va? Non, nickel. Alors, ici, vous cultivez des huîtres comme on en cultive nulle part ailleurs en fait. C'est un peu ça, ouais. Vous C'est à pouvez peu près montrer le ça. fonctionnement? Bien sûr. Écoute, on va y aller On avec va y grand aller. En plaisir. plus, la météo aujourd'hui est super clémente, donc ça va être agréable. J'ai mis un peu de crème solaire du coup. T'as bien fait. Ça va taper. Allez. Allez, on y va alors. On y va. L'étang de Thau. C'est une sorte de petite mer intérieure pas très profonde, entre 3 et 6 mètres. Elle est particulièrement riche en phytoplancton et surtout ici, entre eau douce et eau salée, l'équilibre est parfait. C'est très important pour les coquillages. La famille Tarbourièche cultive sur corde les huîtres depuis déjà plusieurs générations. Bon alors, c'est donc la fameuse huître Tarbourièche. Mais vous lui avez fait quoi à cette huître pour qu'elle porte votre nom? Mon papa n'arrivait pas à rentrer sur les marchés haut de gamme de l'huître il y a 10 ans de ça, sur les grandes tables parisiennes, les chefs étoilés, etc. Et il s'est posé la question de pourquoi en fait, quelle était la différence entre les huîtres qu'on trouvait sur ces belles tables et les huîtres de Bouzic qu'on produisait depuis 2 générations, donc mon grand-père et mon père. Et la seule différence qu'il a trouvée, c'était la marée. Donc là, comme tu peux le voir, sur la structure, il y a différentes perches. Il y en a qui sont hors d'eau, donc Donc là, c'est marée basse. marée basse, et là, Marée en haute. théorie, marée haute. Comme si la marée était revenue. Et c'est toi qui pilotes tout ça automatiquement? Exactement. Donc ça se pilote en automatique, mais aussi on peut venir en manuel et faire sortir avec le téléphone. C'est avec le téléphone que vous pilotez ces cordes. Exactement. Mais vous êtes des ostréiculteurs 2.0 en fait, c'est ça? C'est à peu près ça. Il faut Faut allier tradition vivre- et innovation. Ouais. Voilà, il faut vivre avec son temps et se servir de La technologie. Ah de bah la là, technologie, quoi. on est pile dedans. Voilà. Ce système étonnant qui reproduit la marée fonctionne grâce à des treuils, des panneaux solaires et des éoliennes. En jouant ainsi au yo-yo, l'huître se muscle et devient plus charnue. Donc là, on est vraiment sur des huîtres qui ont 3 ans d'élevage, hein, donc Oula, ça a l'air lourd. qui sont prêtes à la consommation, tout simplement. Voilà. Donc pour arriver à ce stade-là, il faut quand même attendre 3 ans. Hein. En fait, elle va faire de la musculation si tu veux. Parce que si elle est hors d'eau et qu'elle perd de l'eau, le peu d'eau qu'elle a qui est à l'intérieur, elle meurt. Elles savent qu'elles vont remonter, on les replonge, on les remonte, elles le savent. Donc du coup, dès qu'on les replonge, vite elles vont manger pour faire des réserves. C'est comme si ça leur provoquait du stress. Ah, c'est pas un joli mot, mais c'est plus faut souffrir pour être belle, quoi. On leur dit ça tous les matins. D'accord. Voilà. On voit vraiment la chair qui est très très dense, supérieure à la normale. Là vraiment on est sur une huître qui se tient et c'est pour ça que d'ailleurs les chefs apprécient nos huîtres. C'est parce qu'on peut les cuisiner. On peut les travailler, voilà. Non, là. Pourquoi elle me crache dessus? Énorme, Donc énorme. ça lui plaît pas, il faut que je la repose dans l'eau. Au total, l'étang de Thau accueille 2800 parcs à huîtres. C'est près de 10% de la production française. L'étang est même devenu le 2e pôle économique de l'Hérault,
derrière le vin. On t'a fait un petit mix, mais surtout les petites, parce que c'est les plus sucrées. Ce sont les plus sucrées, les petites. Les huîtres tarborièches sont particulièrement charnues, c'est ça que les chefs recherchent aussi. Ouais, en fait, si tu veux, on a vraiment une différence totale entre une huître classique, si tu veux, qu'on va produire chez nous, et une huître tarborièche. Et on le voit côté extérieur déjà par rapport à la coquille qui est très très propre, une couleur un peu rosée, des ondulations. La coquille, si tu veux, elle commence à s'onduler pour augmenter sa surface d'étanchéité. Et c'est important que la coquille soit belle. C'est très important. Si l'œil est attiré par le produit, c'est déjà un très bon point pour le plaisir des yeux, quoi. Donc là déjà ça donne envie. Tiens, regarde celle-là. Tu m'as donné la meilleure là. Ouais, je crois, ouais. Tu vois alors, ça veut dire que tu vois une différence déjà. Même Ah bah sur j'ai le... tout de suite vu. J'ai tout de suite vu que celle-ci, je la mangerai moi. Pense bien à mâcher. Hein. Pour faire exploser justement toutes ces saveurs. Ah oui, Ça n'a rien à voir avec le... ah, c'est délicieux. Sur l'eau, t'as vu, c'était très... Il n'y a, très pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, ni de vinaigre, ni de citron, comme ça, nature. C'est excellent. Allez, santé. À tarborièche. À nous. À nous. Je me suis régalée. Les huîtres de Bouzigues méritent bien leur renommée. Direction maintenant Agde. Je dois rejoindre Emmanuel, mon ami photographe. Vous savez, il est toujours à la recherche de lieux insolites. Qu'est-ce qu'il a bien pu dénicher cette fois? Bon, une fois de plus, Emmanuel m'a donné rendez-vous dans un endroit très bizarre. Bonjour, excusez-moi, j'ai rendez-vous au Château Laurent, c'est bien ici? Oui, c'est ici, bien sûr. J'ai rendez-vous avec un photographe qui s'appelle Emmanuel, vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu, il est en train de travailler. Ah d'accord, vous savez par où je dois passer? Ouais, mais d'abord, c'est un chantier, on va mettre le casque. Ok, ça marche. D'accord? Vous me suivez? Oui. À une dizaine de kilomètres de l'étang de Thau, voici le Château Laurent. Voilà, elle est juste au fond en train de travailler. Ok, merci. À bientôt. Emmanuel Laurent, le propriétaire, a fait construire le château en 1898. Manu? Aujourd'hui, propriété de la commune d'Agde, il est en pleine restauration pour devenir un espace culturel. Eh bien, Manu, il va bien s'amuser ici. Ah, t'es là? Tiens, salut toi. Ça va? Ouais. Ça y est? Tu t'es déjà mis au travail? C'est beau ici. Ben ouais, regarde-moi ça. C'est pas en très bon état. Hein. Pas en bon état, mais justement, c'est ce qui fait que c'est beau. Il est pas un peu trop pour toi l'appareil là? Non, je veux bien rester hauteur parce qu'au moins à hauteur du regard et pour pouvoir avoir quelque chose de bien frontal. T'as déjà fait un petit tour ou pas? Pas encore, non. Moi. Je vais continuer à explorer un peu le coin. Là. Tu me suis? Ouais. Le Château Laurent est représentatif de l'Art nouveau, avec une forte inspiration orientale. Regardez toutes ces peintures murales. Attention, il fait juste un peu de verre. Son propriétaire a puisé ses idées de décoration au fil de ses voyages à travers le monde. Tiens, regarde ça. Ça me plaît, ça. Qu'est-ce que c'est? On dirait un bout de chiffon qui pend et en fait, vu la taille que ça a et le drapé, ça a l'air d'être un ciel de lit qui est resté au mur, tu vois. Mais là, c'est tout bête, mais ça a quelque chose. Et puis on a cet élément central là qui vient apporter un peu de cohérence à la photo et puis qui nous transporte dans une autre époque puisque le ciel de lit un peu en velours comme ça, j'imagine, ben t'en vois pas beaucoup. Allez, on enchaîne. Ouais. On va voir autre chose. Tiens, tu viens? Sortons de ce chantier pour aller dans la seule pièce restaurée du château, le salon de musique. Et ses 12 vitraux qui s'élancent sur une vingtaine de mètres de hauteur. Emmanuel Laurent avait dédié cette pièce à sa femme, qui était cantatrice. En général, je fais toujours des photos un petit peu tête en l'air.
prendre un bain. Tu crois qu'il prenait des bains ici? Moi, je vais prendre un bain. Qu'est-ce que tu fais? Une photo. Ça rend bien? Tiens, vas-y, approche-toi de moi, là. Je suis sur le côté. Viens, tu vas juste pencher ta tête sur moi. Et voilà, comme ça. Tu me fais un joli sourire. Je fais quoi? Tu me fais un joli sourire. Bon, c'est tout le temps toi qui me fais découvrir des lieux incroyables. Maintenant, c'est moi qui vais te faire rencontrer une personne incroyable. Ah bon? Qui donc? Bah, tu verras. J'espère que c'est toi qui feras les photos, alors, cette fois-ci. Non, non, c'est bien toi. D'accord. Bon, tu peux pas me dire, là, un peu, où tu m'amènes, là? Ça m'intrigue. Bon, en fait, je t'emmène à Pézenas, sur le domaine de la seigneurie de Péra. Et en fait, on va retrouver Valérie qui est dresseuse de rapaces. Ah, ok. Et elle va te faire une démonstration, donc je me suis dit que ça pouvait te plaire. Sympa, ça, ouais. Bon, alors là, on va passer dans le petit village de Pézenas. C'est un de mes villages préférés dans la région. Est-ce que tu sais qui sont les deux personnages très connus qui sont nés dans cette ville? Ah, une devinette, non. Mais tu vas me l'apprendre. Ah, il y a Molière, je sais pas si tu connais, et Bobby Lapointe. Bobby aussi. Ouais. Valérie Réché est une dresseuse de rapaces. Pendant l'été, elle se produit en spectacle à la seigneurie de Péra. Nous la retrouvons, elle et ses oiseaux, sur ce grand domaine composé d'un château et d'un vaste vignoble. On arrive pile poil, en plein spectacle. Impressionnant ces oiseaux. Je suis curieuse de les approcher de plus près. Allons voir en coulisses comment ça se passe. Ah, salut Valérie. Salut Émilie. Ça va? Ça va et toi? Oui, je suis venue avec Manu, c'est un ami Salut, Manu. photographe. Et je me suis dit que ce serait sympa qu'il te rencontre. Comme Ouais. ça, il pourra peut-être faire de belles photos si tu arrives. Salut toi. Bien, moi, je vous présente Kassaï, mon hibou grand-duc africain. Justement, j'allais le peser, donc si vous voulez m'accompagner, Ah oui, avec plaisir. allons-y. Allez, Kassaï. Pourquoi tu les pèses? Quand on fait les démonstrations, on met les oiseaux en situation de chasse. Donc, c'est le moment où ils vont se nourrir. S'ils sont trop gros, ils n'ont pas envie de voler. Ils n'ont pas faim. Voilà. Et si ils sont trop maigres et qu'ils sont trop faibles, ils ne vont pas voler non plus. Donc, c'est le poids idéal pour les faire travailler. Donc, je vais peser Kassaï. Tu vois, il a Là aussi, l'habitude. il a l'habitude. Voilà, il a l'habitude, il sait ce qu'il a à faire. 662 grammes. Donc il est. C'est bien, alors, ou Voilà, pas c'est tout à fait le poids dans lequel il est opérationnel. Viens, Kassaï. Et juste, attends, il y a quelque chose qui m'interpelle. T'as vu comment il arrive à tourner sa tête complètement? Il peut regarder complètement derrière lui. Oui. Comment ça se fait? Bah, les oiseaux ont beaucoup plus de vertèbres cervicales que nous. Donc ça leur donne une grande mobilité de tête qui va compenser aussi la fixité des yeux dans les orbites. Ils ne peuvent pas bouger les yeux comme nous. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'il bouge tout le temps la tête. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui bouge, il est obligé de bouger Ah sa oui, il tête. peut pas juste tourner ses Il yeux peut et pas regarder juste- à droite. voilà. à gauche, donc il tourne. Il tourne tout le temps sa tête. Et il peut faire un tour pratiquement Ah, complet. ouais, il va faire 3/4 de tour quasiment de chaque côté. On va remettre Kassaï dans sa volière et puis là je te propose bien de sortir un hibou grand-duc mais modèle au-dessus. Ah oui, là c'était le modèle miniature. Voilà, modèle miniature. Là on va prendre un plus gros. Et puis j'aimerais bien te faire participer un peu à mon activité si ça t'intéresse. C'est vrai? Oui? Tu veux bien? Ouais. Ah oui, avec plaisir. Ah oui, il avait hâte de sortir. Il est beaucoup plus grand. Cet oiseau, on l'appelle aussi l'aigle de nuit. Hein. C'est le plus gros prédateur ailé que tu puisses rencontrer la nuit. Mais tu te rends compte de la taille de ses yeux? Alors en proportion, nous, si on avait des yeux aussi gros, on aurait 2 oranges au milieu de la figure. Ah oui. Voilà, parce que le crâne est très petit. Ils par ont de rapport à très sa très très tête, gros yeux. Ça prend toute la place. Il est magnifique. On y va? On y va.
Donc, tu mets le gant et tu vas présenter ton bras à l'oiseau comme un perchoir. Tu le regardes. Dès qu'il a ton attention, hop. Voilà, plie ton coude. Alors, il n'a pas trouvé le petit morceau. Je vais l'aider. Alors, en plus, tu vois, il ne voit rien de près. C'est pour ça qu'ils ont les petites plumes là autour du bec. Oui. C'est ce qui leur permet un peu de sentir tout ce qu'ils ont à proximité des pattes. Alors, quand tu l'as comme ça, tu vas te remettre face à Marion. Tu vas lever ton bras. C'est un petit peu lourd en fait. Hein. C'est lourd et pourtant, bien les oiseaux, ils ont les os creux. Donc par rapport à son volume, il n'est pas si lourd que ça, tu vois. Il fait 2,1 kg Altaï. 2,1 kg. Voilà. On le sent quand même hein, sur l'avant-bras. On le sent, mais il faut travailler les biceps un peu. Allez Altaï. Voilà, il l'a fait. Bien joué. C'est vrai que tu as tendance à le garder à distance quand même parce que... Non, tu risques rien. Franchement, ce qui l'intéresse, c'est le gant et ce qui se trouve à l'intérieur. Toi, tu risques rien. Allez. C'est impressionnant. Alors, regarde, Marion nous ramène une autre variété de rapace, parce que ça, c'est un vautour. Donc, c'est pas un chasseur, c'est un charognard. Ces oiseaux sont essentiels à l'écosystème, puisque ce sont les fossoyeurs vraiment de la nature, et ils nettoient toutes les carcasses d'animaux, et ils évitent la propagation d'épidémies. Donc, voilà, ils ont un rôle vraiment très, très important. Et au demeurant, nous, on trouve que c'est des animaux très sympathiques. Voilà, ils s'impatientent, on va le faire un petit peu voler. Allez. Alors, Bon, Django, t'es sympa. Hein. Tu remets ton gant. Allez, un beau poussin pour Django. Voilà, il va venir chercher tout seul le petit bout de viande. Il sait exactement où ça se trouve. C'est exactement où ça se trouve. Bon, à toi de jouer. Allez. Pareil, je veux voilà. aussi Le dos, la main face à lui. Django. Il me fait un peu plus peur que le hibou. Ouais. Pourtant, franchement, tu risques rien. Voilà, tu vois, il sait qu'en faisant des allers-retours, il va trouver... Je sais pas, c'est peut-être le fait que ce soit un vautour, ça m'impressionne encore plus. Hop. Allez, Django. Django, t'as plus faim? Attends, bouge pas, il a fait tomber. Ah bah. Tu manges pas proprement aussi? Et tu vois, je peux mettre ma main... Ah oui, il fait rien. Non, il fait rien. Et puis il a une bec tout fin, donc c'est pas mal. Allez, on repart. Manu, lui, il n'est pas venu pour rien. Il ne s'attendait pas à prendre autant de plaisir à photographier des oiseaux. C'est vrai que ces clichés font ressortir le côté majestueux des rapaces. Alors, tu élèves des hiboux, des chouettes, on a vu le vautour, là c'est un aigle. Tu les élèves tous de la même façon? Alors, tous les nocturnes, on les élève depuis tout poussins, petits, pour éviter le stress après dans le travail et la collaboration qu'on peut avoir avec eux. D'accord. Et il y en a avec qui c'est plus compliqué que d'autres? Oui, il y en a certains. Il y a des espèces qui sont plus difficiles à dresser. Les aigles pardonnent moins les erreurs. Ils sont aussi les oiseaux d'un seul dresseur. En général, ils sont vraiment focalisés sur une personne. Après, ça, c'est un oiseau de dresseur confirmé. Et la première fois que tu as fait voler un oiseau, c'était lequel? C'était quand même? Le premier oiseau que j'ai porté, c'était une chouette effraie. Et je me rappellerai toujours de ce moment parce que c'était vraiment pour moi une grande émotion. C'était il y a longtemps? C'était il y a 15 ans, aujourd'hui. J'ai un petit cadeau pour toi. J'ai récupéré une plume de Darka dans la volière. Merci. Donc il faut la garder en souvenir. Ah, super. Ah, je vais la garder précieusement. Voilà. Bon alors, c'est pas mal quand je te fais aussi des surprises. J'ai bien aimé. J'ai même trouvé ça plus fascinant qu'autre chose, quoi. T'as réussi à photographier, même si ça bougeait pas mal là, par rapport à d'habitude? J'ai pas l'habitude, mais j'ai essayé de faire ce que je peux. On verra bien le résultat. Je quitte Valérie et ses rapaces pour me rendre à Sète. C'est ici que m'attend le défi sportif.
Je n'en suis pas encore sûre, mais mon petit doigt me dit que c'est la saison des joutes sétoises. Bon bah il est pratique ce combi, hein. Il me sert même de cabine d'essayage. Et entre nous, j'ai misé dans le mille, hein. C'est bien les joutes sétoises. Allez, faut chercher Laurent là maintenant. Laurent ? Oui. Ah, je te cherche partout. Regarde, j'ai changé tout. Émilie, enchantée. Ah, viens, mais viens. Viens, Je suis pas en retard. Viens. Allez. Allez, sur la barque ou quoi? Les Sétois sont très attachés à leurs joutes. Les premières traces de cette tradition remontent à l'ancien empire d'Égypte. 8 à 10 rameurs sont guidés par 2 barreurs. Les jouteurs, eux, sont situés sur une plateforme qu'on appelle la tintaine. Allez les gars, on lâche rien. Est-ce que je peux essayer la rame? Tu vas essayer là. Et je veux pas être dans le bateau des perdants. Attends, mais là c'est le début du tournoi. Pousse-toi en arrière. Pousse-toi en arrière. Comme ça. Wouh, mais j'ai fait ça toute ma vie. C'est toi le boss. En fait, c'est toi le boss du bateau. Non, le boss du bateau, c'est le patron. D'accord. T'es le Après, deuxième moi, boss. je donne le rythme pour la rame. Mais t'es super important en fait. C'est rien de le dire. Allez, on est partout. Il y a quand même une question d'honneur. Ici, même les petits, pour un morceau de marbre, ils se tuent. Hein. Mais ça fait partie des joutes. Hein. Ici, c'est comme ça. C'est un très comme ça. Et à 7, c'est comme ça. Là, il faut raser la barque le plus près possible. Il va essayer de faire tomber son deuxième adversaire. Ah! Mais tu peux pas le tenir d'une main. Bah, tu tiens comme ça. Des fois, il y a le tunnel. Mais attends, mais... Attends, mais... Loïc! 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 Wow! Allez, prenez la pause! Bon, je vais m'écarter et laisser faire les spécialistes, car j'ai l'impression que le vrai combat va commencer. Allez, ciao! Tu vois, les garçons, c'est souvent en stress en fait, juste avant de monter en haut sur la plateforme. On sent qu'ils... c'est un peu comme s'ils jouaient leur vie. Parce qu'il y a une question d'honneur en fait dans ces joutes sétoises. C'est ancré dans la culture ici. C'est très important de pouvoir participer aux joutes. Ils le mangent joute, ils vivent joute, ils dorment joute. Ils m'expliquaient que la semaine c'est l'entraînement et le week-end c'est les tournois. J'étais très contente d'être avec eux pour vivre ça parce que finalement j'ai vécu quasiment en fait le quotidien des gens de Sète ici avec eux. La nuit est tombée sur les joutes, sur Sète et sur ce beau département de l'Hérault. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures au sud. Salut!